Mesdames, Messieurs, bienvenue à Planète Terre. Cette semaine, on analyse les résultats des municipales françaises où le Parti socialiste du président Hollande a subi un revers sans précédent. Et patron de presse en politique et concentration des médias, les chiens de garde de la démocratie perdent-ils de leur mordant? Alors en France, dimanche, le Parti socialiste a été emporté par une vague de droite. Près de 150 villes de plus de 10 000 habitants basculent dans l'autre camp. Pour un parti au pouvoir, en l'occurrence pour le Parti socialiste de François Hollande, c'est le plus important revers de l'histoire de la Ve République. Le FN, lui, s'implante au niveau municipal comme jamais auparavant en ravissant une quinzaine de villes. Et l'abstention, elle, est à un niveau record, encore une fois pour la Ve République, à 38,5 %. Et il s'agissait, je vous le rappelle, du premier test électoral de François Hollande depuis son arrivée à l'Élysée il y a 2 ans. Donc, pour en discuter aujourd'hui avec nous, j'ai Fabien Desage, qui est titulaire de la chaire d'études en France contemporaine du Cérium. Bonjour, Fabien. Bonjour, Jean-Frédéric. Et à Paris, nous avons Martial Foucault, professeur à Sciences Po Paris. Bonjour, Martial. Bonjour. Donc, l'UMP, la droite, a parlé elle-même d'une vague bleue. Je pense que c'est effectivement le cas. Ce qui peut être surprenant, vu les difficultés de la droite depuis que Nicolas Sarkozy a quitté l'Élysée. On ne peut pas dire que la droite, l'UMP, s'est refaite une santé. Donc, quelle est votre interprétation? Est-ce que c'est véritablement un vote sanction contre le gouvernement du PS? Je commence avec vous, Fabien. Alors oui, en fait, c'est vrai que quand on analyse un résultat comme ça, il faut d'abord dire que c'est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs éléments à prendre en compte. On a des effets souvent, on va dire, de halo. On visibilise sur ce qui paraît le plus évident, c'est-à-dire là, par exemple, la victoire de l'UMP ou le fait qu'un nombre de villes assez important rebascule à droite. Si on regarde un peu, probablement que le premier enseignement du scrutin, il faut insister là-dessus, c'est la progression de l'abstention, qui explique aussi en partie certains basculements. L'abstention, elle croît de manière assez constante, en fait, depuis les années 60, aussi aux scrutins locaux en France. Pour donner un ordre de comparaison, elle est autour de 20% à peu près dans les années 60, et là on a une abstention qui tourne autour de 36,5%. Donc c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement, effectivement, qui est lié à celui-là, c'est la démobilisation électorale, et une démobilisation électorale qui a très largement touché essentiellement le Parti socialiste. Quand on regarde, si on commence à regarder un peu les chiffres en valeur absolue, quand on regarde le nombre de voix, on se rend compte que finalement c'est moins la droite qui a eu un surcroît de vote extrêmement important par rapport à 2008 que la gauche et les candidats notamment socialistes en fait qui ont perdu énormément de voix. Pour les villes que j'ai regardées un petit peu de près, c'est assez sensible puisque souvent la droite garde le même nombre de voix. Pratiquement, il y a des progressions, mais assez minimes finalement par rapport à 2008, alors que les candidats socialistes, que ce soit à Nantes, à Rennes, à Lille, à Lyon, perdent un pourcentage de voix un nombre de voix très important. Donc je dirais que dans l'équilibre, il faut bien dire d'une certaine manière, je pense qu'on peut dire de manière assez unanime que c'est plus la gauche et notamment le Parti socialiste qui perd l'élection plutôt que la droite, où il y aurait une vague ou un raz-de-marée de vote à droite. Bien. Martial, justement, cette démobilisation de la gauche, si vous partagez cette interprétation-là, est-ce que ça peut être vu également comme une sanction, un vote sanction contre le gouvernement de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault? Je partage ce que vient de dire Fabien. Je rajouterai peut-être trois éléments. Premièrement, c'est vrai qu'il y a 2 mois encore, cette campagne municipale ne passionnait vraiment pas grand monde, ni les médias, ni les partis politiques, qui avaient beaucoup de mal à se mobiliser pour faire campagne. Finalement, on découvre que cette élection municipale 2014 restera comme un cru exceptionnel en termes de modification, transformation du système électoral local. Mais moi, j'insisterai sur 3 points. Le premier, c'est on s'interroge beaucoup en sciences politiques pour savoir si les élections locales ou les élections européennes sont des élections intermédiaires de second rang. Et finalement, là, ce que l'on découvre, c'est que ce sont, pour 2014, l'élection municipale est une vraie élection intermédiaire, c'est-à-dire baisse de la participation et vote sanction. C'est les 2 critères qui qualifient une élection intermédiaire. Le deuxième point, il y a eu beaucoup de débats en disant est-ce que c'est un peu comme l'élection présidentielle de François Hollande, est-ce que c'est François Hollande qui a gagné ou Nicolas Sarkozy qui a perdu? Bon, pour cette élection municipale, c'est vrai qu'on a cru à tort, je crois, penser que les élections municipales sont seulement des élections où les enjeux locaux dominent. Là, quand on regarde les scores dans des villes de 9 à 30 000 habitants, des maires qui sont plutôt appréciés, qui ont un très bon bilan, sont frappés par une vraie vague nationale
d'une défiance vis-à-vis du gouvernement socialiste. Donc, globalement, le vote sanction a davantage joué que ce que les responsables politiques, notamment à gauche, l'anticipaient. Et puis le dernier point, c'est la montée c'est la percée historique du Front National. Oui. On avait déjà pu observer ça dès 2012. Pour l'élection présidentielle, quand on regardait le vote dans les villes, on avait des progressions qui étaient très importantes. Et il y a eu ce débat, est-ce que c'est un vote de protestation ou un vote d'adhésion? Curieusement, c'est encore à affiner, mais on remarque que près des 3/4 des villes où le Front National a fait plus de 20% au premier tour sont des villes où le taux de participation est supérieur à la moyenne. Donc ce n'est pas seulement un vote de protestation, il y a quelque chose qui est nouveau pour ces élections municipales, il y a un vrai vote d'adhésion à un parti qui a laissé quand même de très mauvais souvenirs lorsqu'il a dirigé quelques villes en 1995. Oui, donc on reviendra sur le FN à la fin de l'entrevue, mais pour revenir sur puisque c'est un vote sanction, qu'est-ce qui exactement serait sanctionné dans ce vote-là contre le gouvernement de Hollande et Ayrault, Fabien? Je pense que, comme toujours, on est obligé de faire des hypothèses. Oui. La première, on pourrait dire, qui est la plus évidente, c'est que le candidat Hollande, il est élu quand même sur un programme de rupture avec le sarkozysme, d'abord, hein, dans les méthodes de gouvernement, le président normal, etc. Mais il est élu aussi avec l'idée quand même de renverser les dynamiques économiques, notamment au niveau européen, d'intervenir sur le chômage, hein, qu'il faut rappeler quand même qu'il y a un chômage de masse en France depuis presque 35 ans, hein, maintenant. On dépasse les 2 millions de chômeurs au début des années 80. Donc voilà, sans être grand clair, on peut dire quand même que cette question, cette incapacité à restaurer une crédibilité du politique pour agir sur les politiques de l'emploi, sur le chômage, a probablement très largement pesé hein, sur l'évaluation du mandat par le citoyen ordinaire et surtout par, on pourrait dire, les électeurs de gauche qui, encore une fois, se sont très largement démobilisés, ne sont pas allés voter pour les candidats socialistes, oui. Notamment au niveau local. Martial, est-ce qu'il y aurait également ce fameux pacte de responsabilisation là, dont il est question depuis le mois de janvier en France et qui devrait être soumis à un vote prochainement en avril, là, qui consiste à alléger le fardeau fiscal des entreprises? Est-ce qu'il y a ça aussi au milieu de ce vote sanction? C'est clair que ça a joué dans le contexte de cette campagne. C'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase parce que le vote sanction, il faudra attendre, mais on peut d'ores et déjà dire que la dimension économique a été très importante dans le choix des électeurs. Ils ont un contexte très compliqué. On leur a indiqué que depuis 2 ans maintenant, toutes les classes, et en particulier les classes moyennes, et voire même les classes intermédiaires, on leur demande de consentir des efforts très importants pour que la France soit qualifiée selon des critères très discutables, mais en tout cas des critères de finances publiques. Et finalement, ce pacte de responsabilité indique que l'effort principal devra être porté par ces catégories qui ont voté massivement François Hollande. Donc il y a quelque chose qui est incompréhensible pour ces électeurs, des efforts importants depuis 2 ans, et concrètement, les résultats tardent à arriver. Mais c'est quand même compliqué de demander à un gouvernement de réformer et d'avoir des résultats instantanément. Le temps politique et le temps électoral sont 2 temps qui ne peuvent pas cohabiter très très bien. Donc oui, le pacte de responsabilité a certainement joué, et je dirais que c'est pas tant un vote égoïste où l'électeur se dirait « ma situation personnelle ne s'est pas améliorée, donc je sanctionne ». Et on sanctionne qui? Un maire qui n'est pas véritablement responsable de la situation nationale, mais ils ont aussi beaucoup sanctionné l'action du gouvernement pour la situation dans l'ensemble du pays, pas seulement leur situation personnelle. Ils voient, comme l'indiquait Fabien, que le chômage continue de se dégrader, la situation sociale d'un grand nombre de Français se dégrade, le logement. Et donc, c'est la somme de toutes ces, j'allais dire, de ces débordements qui a contribué à avoir cette première lecture du scrutin municipal. Oui. Venons-en maintenant au FN. Hein. C'est une percée historique pour ce parti-là à l'échelle municipale. On dit qu'on vient d'assister à une dédiabolisation, une respectabilisation de l'extrême droite. Hein. On a Robert Ménard qui a été élu à Béziers, enfin qui n'est pas FN, mais qui est supporté par le FN. Et c'est un président fondateur de Reporters sans frontières. Et il y a aussi quelqu'un dans un arrondissement à Marseille
qui a beaucoup de Français d'origine immigrée dans son arrondissement. Donc, est-ce qu'on assiste là à un changement, et Martial, vous l'avez effleuré tout à l'heure, à un changement fondamental de la sociologie électorale française, Fabien, avec le Front national? Alors là, j'allais dire, il faudra avoir des enquêtes, vraiment de sortie des urnes pour savoir quels déplacements ont eu lieu ou pas. Peut-être un point important quand même à rappeler, c'est-à-dire à la fois, effectivement, il y a une stabilisation du vote FN, il y a une diffusion, Martial le disait, dans des territoires locaux sur lesquels il était peu implanté dans les années 2000, mais où il avait fait des percées dans les années 90. C'est-à-dire qu'on revient à une situation qui a déjà eu lieu en France au début, notamment en 95. Donc voilà, il y a une nationalisation et en même temps, quand on regarde là encore le nombre de voix, la plupart des candidats Front National, à part ceux qui sont implantés en fait, qui sont très implantés localement, qui ont réussi à faire marcher une machine électorale, notamment Steve Rioux et Nain-Beaumont ou à Hayange, une commune de Lorraine dans le Nord, hormis ces endroits-là, les candidats locaux ne retrouvent pas la plupart du temps le nombre de voix de Marine Le Pen aux élections présidentielles de 2012. Alors en même temps, ils retrouvent beaucoup plus qu'en 2008 où il y avait une situation quasiment d'éradication, le Front National était encore dans ces divisions. Donc voilà, donc c'est compliqué de dire dans quelle mesure finalement il y a pas de raz-de-marée, c'est sûr. La tendance est une tendance longue. En même temps, bien sûr, le fait que le Front National mobilise sur des terres qui sont historiquement des terres de gauche aussi, qui sont des terres en tout cas populaires. Ne divise pas le vote de droite nécessairement. Ne divise pas nécessairement le vote de droite. Bien sûr, ça interroge, j'allais dire là encore, probablement le type de politique menée ou relayée par les élus locaux de gauche. Je crois vraiment, pour moi, le territoire emblématique, au-delà des Nain-Beaumont, c'est probablement Hayange. Hayange, c'est cette commune de Lorraine où ArcelorMittal a annoncé la fermeture des Hauts-Fourneaux, où il y a eu des engagements aussi des candidats de gauche. Et on a là un candidat Front National élu qui est un ancien syndicaliste CGT, des aciéries. Donc on a vraiment là un cas un peu typique, idéal typique de ce que peut être la place que gagne le Front National par une implantation locale, mais aussi par des déceptions de l'engagement des représentants de la gauche au niveau local. Bien. Et rapidement, le mot de la fin à Martial. Donc, est-ce qu'il est trop tôt pour parler, parce qu'on l'a déjà évoqué, mais est-ce qu'il est trop tôt pour parler de la fin du bipartisme UMP, droite, PS, gauche en France avec la montée du Front National? Moi, je suis très prudent parce que je pense que ce n'est pas une élection qui permettra de comprendre un nouvel alignement électoral en France, d'autant plus qu'en général, l'élection municipale est un mode de scrutin qui défavorise les petites formations et continuons à considérer que le Front National est une petite formation au nombre de candidats qui étaient présents. Le rendez-vous dans maintenant 2 mois et demi, les élections européennes avec un scrutin proportionnel qui là sera, à mon avis, le bon test pour vérifier si le Front National s'installe à l'échelle de toute la France comme une troisième force politique. Mais je retiendrai pour finir 2 chiffres. 1600 conseillers élus Front National en 2014, c'est un record. Et deuxième chiffre important, je crois que sur le vote Front National, il faut arrêter. Il y a une dimension nouvelle qui est que ça n'a pas été seulement un vote de protestation, mais il y a une partie de vote d'adhésion. Et ça, je crois que c'est une nouveauté qu'il va falloir ausculter sur des territoires où, très précis, c'est ce qu'on appelle la banane bleue qui va du nord de la France, qui passe par l'Est et se termine dans le Sud-Est, où là, le Front National réalise des scores exceptionnels. Bien, on va surveiller ça et surtout, comme vous l'avez dit, les élections européennes fin mai pour voir la tendance, si la tendance se maintient. Martial Foucault à Paris, merci beaucoup. Fabien Desage dans notre studio à Montréal, merci également. Merci. Alors, l'arrivée de Pierre-Carl Péladeau, PKP, sur la scène politique québécoise lors de la présente campagne électorale a soulevé la question de l'influence des patrons de presse, de médias sur le jeu politique et de l'indépendance de ces mêmes médias. Plus exactement, c'est la question de l'étanchéité entre le pouvoir politique et le quatrième pouvoir, qui est soulevée et mise en doute par certains. Plus largement, il y a aussi le phénomène de la concentration des médias et de l'influence qu'exercent les grands patrons médiatiques dans la vie politique. Pensons à un Québécois ici qui produit 40 de l'information, Rupert Murdoch avec l'Empire News Corp ou Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui achète le Washington Post. Quatrième pouvoir est-il en train de se confondre dangereusement avec les autres? Est-il en train de se corrompre lui-même en perdant son indépendance qui en fait, en principe, le chien de garde de la démocratie? On en parle aujourd'hui avec Alain Saunier, qui a longtemps été directeur de l'information à Radio-Canada, qui est professeur invité au DESS en journalisme à l'Université de Montréal, et
surtout producteur délégué de Planète Terre. Voilà, soyons transparents. Bienvenue de ce côté-ci de la caméra, Alain. Et Frédéric Bastien, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal et spécialiste de la communication politique. Bonjour. Bonjour. Donc, l'arrivée ou l'entrée en scène de patrons de presse, de grands patrons médiatiques sur la scène politique, est-ce que c'est un phénomène mondial? Alain? Ce n'est pas un phénomène mondial. Je pense que c'est exceptionnel. On n'a pas beaucoup d'exemples dans le monde c'est au cours des dernières années à cet effet-là. Berlusconi, bien sûr, on en a parlé. On peut parler de Serge Dassault, qui est sénateur en France. Bon, Pierre Carl Pelado ici. Alors, bon, c'est évident que ça, ce sont des exemples, mais on ne peut pas généraliser à mon point de vue. Frédéric? Je suis du même avis et je pense aussi qu'il faut remettre le phénomène dans un contexte historique, le mettre en perspective, parce que pendant très longtemps, et on tend à l'oublier, la presse a été un instrument partisan. En Amérique du Nord, les premiers entrepreneurs qui ont créé des journaux le faisaient à des fins idéologiques pour promouvoir un point de vue. C'est à compter de la fin du 19e siècle, surtout dans la première moitié du 20e siècle, qu'on a commencé à professionnaliser le journalisme, à distancier la presse du pouvoir politique par différents mécanismes. Mais au Québec, comme ailleurs en Amérique du Nord et aussi dans plusieurs pays européens, la presse a longtemps été un instrument partisan. Pensons à Henri Bourassa, par exemple, qui a été un homme politique actif à tous les niveaux, au municipal, au provincial, au fédéral, avant et après avoir fondé Le Devoir. Donc, c'est une préoccupation relativement récente dans l'histoire de la presse que de vouloir étanchéiser les relations entre la presse et le politique. Ce qu'il y a de particulier, je pense, qui est en train de se produire, c'est que ce sont vraiment maintenant des méga-entreprises qui deviennent propriétaires des médias. Alors, ça veut dire que des grosses entreprises, que ce soit ici, on parlait de Québécois, mais on peut parler de Rogers, on peut parler de Bell, dans le cas du Canada. Si on va ailleurs, Rupert Murdoch, etc. Alors, ça existe de plus en plus. Et ce sont des entreprises qui élargissent le terrain qu'ils occupent. Alors donc, on peut être une entreprise qui est dans l'avionnerie, mais on contrôle également des médias importants en France. Alors donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau. Ces méga-entreprises qui élargissent leur terrain et leur terrain d'influence, je dirais. Par ailleurs, ce qu'il y a aussi de particulier qu'on peut retrouver maintenant, c'est que depuis les dernières années, et là je rejoins un peu ce que disait Frédéric, c'est qu'il y a de grandes familles qui ont toujours influencé aussi le pouvoir. La famille Desmarais, par exemple, dont un des fils est marié à la fille de Jean Chrétien, ça démontre aussi une certaine forme de promiscuité, si on veut, de proximité qui existe entre les deux, entre le pouvoir financier et le pouvoir politique. Donc ça, c'est, je dirais, beaucoup plus généralisé que le simple fait qu'il y ait maintenant des patrons de presse qui veulent devenir députés, ministres ou premier ministre. Oui. Frédéric, jusqu'à quel point ce phénomène-là est, je dirais, nouveau et prend-il de l'ampleur? Je pense qu'il prend de l'ampleur à mesure que la presse est une activité économique de plus en plus concentrée. Des gens diront peut-être, avec Internet, avec les médias sociaux, c'est un peu dépassé que de passer de concentration de la presse, étant donné la multiplicité des sources. C'est vrai que sur Internet, il y a énormément de sources d'informations, mais lorsqu'on regarde le comportement des citoyens sur Internet, ils se tournent vers les marques qui sont très connues, vers Radio-Canada, vers la presse. Et comme sur Internet, il peut être très difficile d'évaluer la fiabilité des informations, c'est naturellement vers ces grandes enseignes que les citoyens se tournent. Donc, la question de la concentration, elle demeure importante, elle demeure préoccupante. Et actuellement, il me semble y avoir très peu de mécanismes en Amérique du Nord pour limiter ou encadrer cette concentration de la presse. Et au-delà de la concentration, si on va à l'intérieur maintenant d'un conglomérat ou de presse ou de médias, il y a toute la question ensuite des garde-fous institutionnels qui sont mis en place. Hein. Il peut y avoir une culture d'indépendance des salles de rédaction, des syndicats relativement forts qui protègent les salles de rédaction. Ça aussi, indépendamment de la grosseur du conglomérat, ces instruments-là, enfin, ces instruments-là sont en place et peuvent être plus ou moins forts. Est-ce que la concentration de la presse mine ce genre je dirais, de paravent-là?
Bien, en fait, les paravents, à mon point de vue, sont souvent des paravents qui n'ont pas véritablement d'efficacité. On en a déjà entendu parler, tu sais, de l'étanchéité, par exemple, entre la salle de rédaction et le propriétaire et tout ça. Oui. Mais dans les faits, ce qui mine le plus ces médias-là, lorsqu'ils sont la propriété de méga-entreprises comme celle dont on parle, c'est l'autocensure. C'est une certaine forme, je dirais, de culture qui plane tout au-dessus des salles de presse, où les journalistes savent qu'ils ne peuvent pas traiter peut-être aussi librement, de façon indépendante, tel ou tel sujet. Or, à partir du moment où les grandes entreprises occupent un terrain plus large que jamais, ça multiplie le nombre de sujets qu'ils ne peuvent pas traiter en toute indépendance et en toute liberté. Et il est là le problème, à mon point de vue. Et aussi la question des garde-fous législatifs, là, donc d'empêcher, selon les pays, d'empêcher des médias ou des groupes médiatiques de prendre une trop grande part du marché. Est-ce que ces garde-fous législatifs-là s'amenuisent, sont grugés ou au contraire se renforcent? Je ne sais pas si on peut peindre une tendance générale, mais si on regarde un Occident... En fait, certains se demanderaient peut-être quel garde-fou, parce qu'il y en a très peu, et ça, ce n'est pas propre à l'industrie de la presse. Non. Ça caractérise les relations de l'État avec l'économie d'une manière générale, où on a un préjugé favorable aux entreprises, on laisse les entreprises croître, se développer, se fusionner comme elles l'entendent, et c'est le cas dans la presse aussi. Donc, les législateurs ont été, au Canada à tout de moins, au cours des dernières années, relativement peu actifs. Préoccupés, mais peu actifs. Nous, on a fait, à l'Université Laval, j'avais fait avec des collègues du Centre d'études sur les médias une enquête auprès des parlementaires de l'Assemblée nationale. On leur demandait jusqu'à quel point êtes-vous préoccupés face à la concentration de la presse. Ils sont très préoccupés, mais il y a très peu d'actions qui sont posées, paradoxalement. D'accord. Et oui, Alain? Oui, mais j'allais ajouter qu'il y a quelques années, si on remonte dans le temps, Robert Bourassa s'était opposé même à ce qu'il y ait une entreprise qui était Télémétropole qui devienne la propriété de Paul Desmarais à la presse. Et tout simplement parce qu'à l'époque, on disait qu'être propriétaire dans une même ville d'une méga entreprise en télécommunications et la télévision et aussi un quotidien comme la presse, c'était quelque chose qui n'était pas acceptable à cette époque-là. Alors, on est vraiment rendu beaucoup plus loin maintenant dans une autre... je dirais, la donne est totalement changée, là. Oui. Vous voulez rajouter quelque Pendant chose? un certain temps, le CRTC s'est opposé à la propriété croisée, donc permettre à des propriétaires de journaux de posséder des entreprises de radio ou de télévision. Ouais. Mais c'est un principe qui a été progressivement abandonné lorsque le CRTC s'est retrouvé face à des situations où, s'il n'autorisait pas une transaction, un média électronique risquait de disparaître. Et ça avait été le cas de TQS lorsque Québécois, à l'époque de Pierre Pellado-Père, s'était porté acquéreur de TQS. Et c'est souvent au nom du nationalisme, je dirais, et de l'indépendance du Canada face aux géants américains qu'on a souhaité qu'il y ait ces méga-entreprises-là qui se développent ici même. Oui, et je terminerai là-dessus. Il y a une différence fine qu'apporte Patrick Evenot, qui est historien français des médias, et qui dit, je le sais, dit, les entreprises de presse ne valent pas cher, ce qui permet à des industriels ou à des financiers de s'acheter un journal comme autrefois on se payait une danseuse. Donc, il y a ceux qui se paient un média, enfin, qui possèdent un média pour faire des profits, et il y a ceux qui s'achètent un média, sachant qu'il n'est pas très profitable. La presse écrite n'est pas très payante en ce moment en Amérique du Nord. Et là, on se demande quelles sont ses motivations si elles ne sont pas économiques. Mais moi, je pense que ce n'est pas l'aspect quantitatif qu'il faut regarder, c'est l'aspect de l'influence, l'aspect qualitatif. C'est-à-dire que lorsqu'on décide de se porter acquéreur d'une entreprise de cette nature-là, c'est parce qu'on veut aussi avoir de l'influence. Oui. Alors ça, ce n'est pas le rendement sur les actions qui compte, mais l'influence, elle compte. Carrément. Frédéric? Mais il ne faut pas négliger aussi que ces gens-là veulent faire de l'argent. Et les journalistes qui subissent des pressions économiques, qui doivent travailler avec des moyens qui sont de plus en plus réduits, peuvent également en témoigner. Très bien. Frédéric Bastien, avant de terminer, je souligne la parution d'un de vos 2 derniers ouvrages. Tout le monde en regarde, la politique, le journalisme et l'infodivertissement à la télévision québécoise. Frédéric Bastien, merci beaucoup. Merci. Alain Saunier, merci. Ça passe quoi? Quelques petites minutes avant la fin de l'émission, qu'avez-vous à nous apprendre de surprenant? Je commence avec vous, Alain. Savez-vous quel est le secteur d'emploi qui est le plus en développement, où il y a le plus de demandes d'emploi à l'heure actuelle dans le monde occidental?
Pas dans la presse écrite, non? Non, mais vous êtes quand même dans le domaine des communications. En fait, on est en train il y a un boom véritable qui est en train de se produire, une augmentation de 37 au niveau de cette demande-là. Ce sont pour former des experts en informatique pour contourner les hackers. Ah oui. Alors, il y a même, à l'heure actuelle, la compagnie IBM qui a fait des ententes avec 200 universités à travers le monde, notamment Harvard, où il y avait eu récemment des hackers qui avaient pris le contrôle du système informatique de l'université. Alors donc, cette entente-là d'IBM avec 200 universités pour former justement une nouvelle génération de gens qui vont permettre de contrer le phénomène des hackers. Pour aller recruter chez les hackers aussi. Sans doute. En général, c'est là qu'on trouve les meilleurs, d'ailleurs. Oui. Fabien. Alors moi, je voulais revenir sur une ministre française qui n'est pas la plus connue, mais qui a fait pas mal parler d'elle récemment. Et voilà, c'est Nicole Bricq, la ministre du Commerce extérieur, qui a fait parler d'elle mercredi dernier, sur le perron de Matignon, à la sortie d'un repas qui était organisé en l'honneur du président chinois, elle a déclaré que c'était dégueulasse, la nourriture, et que c'était bien meilleur à l'Élysée. Alors forcément, ça a été pas mal mobilisé, et notamment avec l'idée dans quel monde vivent-ils, hein. Si on regarde le détail du menu, forcément, ça a peu de chances d'être dégueulasse. Ouais. Nicole Bricq, c'est intéressant parce qu'elle a commencé aussi au début du mandat de François Hollande. Elle s'est fait connaître aussi puisqu'elle avait été mise au ministère de l'écologie et débarquée au bout d'un mois. Elle a refusé de signer les permis d'exploration pétrolière, en fait, près de la Guyane, et ça lui a valu d'être débarquée sur la pression, notamment des industries minières. Donc, je trouve que cette ministre, en quelque sorte, est une espèce de parabole, peut-être, malgré elle, de ce mandat Hollande, au début et à la fin, en tout cas avant ces élections. Bien. Fabien Desage, Alain Saunier, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et merci également à vous, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine.